J'en ai quelques-uns. Mais c'est surtout, voilà. C'est qui Bernard Dadier? Bernard Dadier, c'est le plus grand écrivain de l'Afrique francophone aujourd'hui. Après Senghor, c'est Dadier. Je ne pense pas qu'on puisse même dire après Senghor. Senghor, bon, il est sénégalais. Dadier est ivoirien et son œuvre a dépassé largement le continent. Il est inscrit au programme des écoles, même en France peut-être aussi aujourd'hui, parce qu'il a écrit des contes absolument extraordinaires. Mais en dehors de ça, il a écrit beaucoup de pièces de théâtre qui ont fait un peu déjà le tour de la planète. Donc c'est un auteur prestigieux. C'est un auteur prestigieux. Et alors ce qui est très intéressant pour Dadier, c'est qu'il est assez âgé maintenant, il a 92 ans. Et il a battu le record des interdictions de séjour. En fait, il devait venir à un sommet de la francophonie à Paris. Et ben voilà, la France lui a refusé son visa. Pour quelle raison? Alors, justement, apparemment, il n'y en a aucune. Parce que c'est tout de même un auteur qui est inégalable. Bon, mais c'est d'abord et avant tout parce qu'il a, pendant toute la période des conflits actuels, il a fait des chroniques. Il a écrit régulièrement dans la presse et il a défendu un point de vue, je dirais, de résistance patriotique. Et ça n'a pas eu l'air de plaire beaucoup aux francophones. Donc voilà. Cette pièce, c'est le face-à-face de Napoléon Bonaparte, alors premier consul, face à Toussaint Louverture. Et ce face-à-face, il est intéressant parce qu'il raconte en fait la volonté de Bonaparte de ramener l'esclavage comme il l'a eu fait en Guadeloupe, comme il l'a fait en Martinique. Il y avait une volonté aussi de briser la révolte des hommes noirs qui aspiraient à leur liberté, qui avaient, grâce à leur lutte, obtenu plutôt la mort que d'accepter qu'on me mette les fers. Oui. Et en fait, ça a été Haïti et ensuite ça a été la première république noire qu'il y a eu sur la planète. Donc c'est un personnage de référence absolue dans la culture du monde noir. Et une tournée. Alors, j'ai déjà une tournée qui est prévue aux Antilles, parce que j'ai pu aller là-bas et j'ai pu obtenir des salles. Ayala, je ne l'ai pas vu depuis 30 ans. On s'est quittés au moment où, avec Bassaglia, Guattari, Cooper, Laing, on avait décidé de militer, de travailler, de réfléchir pour améliorer les conditions de vie des patients hospitalisés dans des institutions qui n'étaient vraiment pas brillantes d'après-guerre. Et on s'est inspiré de tout le mouvement militant résistant d'après-guerre pour introduire un peu de changement dans ces institutions. Et puis on y a engagé notre jeunesse, notre vie, notre envie de penser, etc. Mais je sais qu'Ayala continue des choses extrêmement importantes en Côte d'Ivoire, puisque j'ai vu sur son site internet quelque chose sur tout ce qu'elle a apporté aux enfants de Côte d'Ivoire. Alors j'ai pas très bien compris, c'est pour ça que j'ai envie de parler un peu plus avec toi, c'est parce que sur le site on voit des choses, mais on voit que tu as créé des maisons de vie pour des enfants, on voit que tu as continué quelque chose. Et je me disais, est-ce que tu as continué quelque chose par rapport à ce qui avait été impulsé à ce moment-là dans notre bagarre contre les institutions qui produisaient des effets mauvais, ou est-ce que tu es allé beaucoup plus loin, ou est-ce que ça n'a rien à voir? En fait, tu vois, j'étais curieuse de ce qui faisait moteur pour toi dans ce désir d'améliorer les choses, quoi. Bon, je crois que rien n'est le fait du hasard. Je pense que dans la trajectoire d'un être humain, il y a à la fois ce qui l'interpelle dans l'existence et ce qu'il a envie ensuite de maintenir lorsqu'il n'a pas eu véritablement les réponses qu'il recherchait. Donc
ma démarche, ça a été d'abord et avant tout une démarche philosophique. Et pas seulement, parce que je crois que ce qui me reste en mémoire, c'est d'abord et avant tout que je suis la fille d'un grand résistant, d'un homme qui s'est engagé pendant la guerre d'Espagne dans les brigades internationales. Et j'ai été bercée avec la Santa Brigada et pas avec les comptines ni judaïques ni européennes. Donc cela marque. Ça veut dire que la résistance, je la connais au travers du discours familial. Mais je suis d'abord et avant tout une immigrée. Et je pense que c'est une chose que je revendique. D'abord parce que, comme tu as pu l'observer, je ne suis pas née en France, je viens d'Afrique du Nord. Et je suis la première génération qui est venue, je dirais, dans les bagages de nos parents. Parce que nous étions très petits. Je ne suis pas pied noir, puisque pour être pied noir, il aurait fallu que je vienne en 62. Je suis venue très tôt, en 46, donc j'étais toute petite. Mais ce regard de l'enfant immigré, je l'ai gardé, c'est-à-dire un questionnement sur toute chose, le sentiment de l'étrangeté, le sentiment de ne pas faire partie d'eux. Et ce sentiment-là, je ne l'ai pas cultivé, c'est la vie qui l'a cultivé, dans le sens où, à toutes les étapes de ton existence, tu es confronté avec le discours de l'autre. Et lorsque le discours de l'autre t'épingle différent, t'épingle étranger, t'épingle celui qui n'est pas comme les autres, forcément, tu es amené à te poser des questions là-dessus. Alors c'est là que je t'ai rencontré en 68, je pense. Donc quand je dis je ne fais pas partie de, je veux dire je ne fais pas partie de la communauté dans laquelle je suis venue m'inscrire. Je veux dire la communauté française, bien que je sois française, mais ma mère, ses parents étaient invalides de la Première Guerre mondiale, donc ils étaient français, maman était pupille de la nation, je suis française depuis la naissance, mais une française, je dirais, particulièrement rétive à l'intégration, dans le sens où s'intégrer pour moi, ça voulait dire ne plus être ce que je suis. Ce que je suis, c'est du soleil, c'est du rire, c'est des foulards sur la tête de ma grand-mère, c'est la joie d'exister dans un monde solaire. Donc voilà, ce monde-là, je n'ai pas pu ni m'en défaire, ni m'en défaire, ni accepter un monde froid comme aujourd'hui. Il fait froid aujourd'hui, il fait très froid aujourd'hui. Mais tu aimes la parole. Je crois que c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Je crois que tu aimes la parole qui aime les gens. C'est-à-dire que dans la psychanalyse, ce qui était fort et qui m'a embarqué moi de mon côté, bien que je sois une Française de souche, dans mon milieu on ne parlait pas du tout et les mots ne m'aimaient pas. J'étais rejetée par le langage et dans tout cette bande, enfin je ne sais pas ce nom, mais parmi ces personnes comme Félix Guattari, les Labordiens, donc ceux qui travaillaient à la clinique de Laborde, toi, avec qui j'ai habité un peu, ce que j'ai rencontré surtout, c'est un abri profond du côté du langage, du côté de la parole donc je crois que après j'ai continué avec les petits enfants de banlieue qui venaient du monde entier et la seule chose que j'ai pu leur offrir en tant que thérapeute, c'est ça, c'est un abri dans les mots qui accueillent, qui aiment les gens, qui aiment l'être humain. Le langage, certes, je pourrais dire que le langage a été pour moi un refuge parce que les mots, l'écriture, depuis très petite, j'ai commencé à apprendre d'abord l'hébreu, à écrire l'hébreu avant d'écrire le français. Ça, c'était dans la petite enfance. Et puis ensuite, le français. Les mots, le langage, c'était ma citadelle, dans le sens où j'ai été éprise du langage, éprise des mots. C'était le seul lieu où j'avais le sentiment que j'existais véritablement dans le jeu, dans le côté à la fois ludique et le côté créatif
Donc c'est vrai, ce n'était pas une fascination, c'était une joie à être dans les mots. Parce que dans la vie, c'était une autre affaire. Donc dans les mots, c'est vrai, j'ai rencontré l'autre. J'ai rencontré l'autre, que ce soit l'autre, c'est-à-dire les grands écrivains, les êtres qu'on ne rencontre pas dans la vie, mais qui vous marquent pour toujours. Ceux-là, je les ai rencontrés dans les livres. Et puis l'autre aussi, parce que, bien entendu, j'aime les mots, mais j'aime les humains, comme tu l'as dit tout à l'heure. J'aime la rencontre, j'aime l'échange. Je crois que c'est certainement un fil conducteur, puisque très jeune, je n'étais pas forcément destinée à écrire, à manipuler les mots ou à travailler avec les mots. Mais j'ai eu à imposer cela à ma famille en leur disant ce qui m'intéresse, c'est l'étude, c'est-à-dire l'outil que représente le langage pour communiquer avec l'autre, mais aussi pour transmettre quelque chose de ce que l'on est soi-même. Donc ce langage, c'était peut-être le premier lieu où j'avais le sentiment que exister était un droit et aussi un devoir. Tu me le racontes constamment. Bon, alors pour moi, la parole, c'est l'amour, surtout dans les institutions où il y en a si peu. Alors après avoir tout appris à la Borde, j'ai fait des réunions de parole dans les institutions de banlieue. Et puis, pendant que tous les autres se contentaient, entre guillemets, parce que j'ai beaucoup de respect pour eux, de faire des psychothérapies, c'est-à-dire dans relations duelles, dans des bureaux, et ils sortaient tous désespérés en disant « Oh là là, c'est affreux, rien ne se dit, on s'ennuie dans ces thérapies, etc. » Et puis un jour, je suis tombée sur tout un chapitre de Lacan qui disait « Oh là là, mais le symbolique, le langage, il faut aussi qu'il accepte de descendre de son piédestal, il faut qu'il travaille avec la réalité, dans la réalité, avec l'imagination, l'imaginaire, et puis le réel, le corps, tout ça. » Et j'ai l'impression que quelqu'un comme toi, tu y es allé à fond quand même dans cette histoire-là. C'est-à-dire que tu es parti créer des choses quelque part où tu dis que tu y es allé avec ton amour du langage et ta formation de psychanalyste, tout ça, mais tu y es allé, voilà, j'aurais voulu que tu me racontes un peu comment tu es arrivé là-bas, tu vois, et comment tu t'es dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec le langage, le corps, la réalité, tout ça, tu vois. Je crois que j'ai parlé du langage, mais je n'ai pas parlé de la psychanalyse. Je veux dire qu'en fait, la psychanalyse, pour moi, c'était tout simplement un moment de mon existence où j'ai voulu donner à l'autre quelque chose. Alors tu l'as dit tout à l'heure, de l'écoute, de l'amour, c'est vrai. Mais je pense que c'était pour moi un petit peu plus que cela. C'était essayer de découvrir et de me découvrir, faire un chemin un peu archéologique de ce qu'était la grande famille humaine. Et en fait, ce qui m'a frappé beaucoup, c'était plus les limites de ce travail que le côté, je dirais, décisif. Puisque finalement, à un moment donné, je me suis dit, mais j'étouffe dans un bureau. Lorsque je vois qu'un enfant psychotique, ses parents me l'arrachent parce qu'ils ont vu un Africain dans un hall, je me dis qu'est-ce que je fous dans cette galère? Parce que en fait, l'autisme, il est déjà installé là, il est déjà installé dans le rejet de l'autre, dans le refus de l'autre. Et quand ça se passe jusque dans ton hall de ta maison, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, à un moment donné, je me suis dit mais comment me rendre utile à ce qui me passionne, à ce que j'aime. Et ce qui me passionne et ce que j'aime, bien sûr, c'est la vie. Et la vie, pas enfermée dans les mots, la vie dans ce qu'elle a de créatif, dans ce qu'elle a de mouvement, dans ce qu'elle a de ce qui produit des œuvres de vie, bon, une famille, des enfants, certes, mais aussi, je dirais, beaucoup de création. Donc, j'ai été un petit peu... j'ai fait un choix. Est-ce que je devais continuer à servir l'autre, servir pour qu'il advienne un monde plus humain, ou est-ce qu'il ne fallait pas que je travaille avec tout ce que j'étais
en mesure de faire pour que le monde change vraiment. Donc j'ai vu sur internet, tu as fait une bibliothèque dans un avion. Tu as une sorte de librairie pour les enfants dans un avion récupéré. Tu as fait des maisons de vie. Et où tu accueilles des orphelins de guerre. Alors, vu d'ici, je me dis, mais de quelle guerre s'agit-il? Tu vois, parce que j'ai une vision de l'Afrique tellement tout le temps en guerre, avec des peuples qui s'entretuent. Tu vois, il est très difficile pour nous d'arriver à comprendre ce qui se passe en Afrique. Alors, évidemment, toi, tu n'habites pas toute l'Afrique, tu es dans un petit coin, mais entre tous ces Sénégalais, ces Lébous, ces Sérères, ces Wolofs qui arrivent presque à la nage chez nous, puis un petit peu plus loin, tu vois, ces gens qui s'entre-déchirent, et puis ces armées européennes qui partent là-bas, on ne sait pas pourquoi, etc. Tu pourrais nous parler un petit peu de ça? Qui sont ces orphelins de guerre? D'abord, je dirais qu'avant d'être en Côte d'Ivoire, dans un pays en crise et en guerre, j'ai d'abord été productrice de films, de cinéma, de pièces de théâtre, d'œuvres d'art. Et ceci, c'était un petit peu une autre manière de vivre, je dirais, mon désir de changement, de changer quelque chose dans l'ordre de ce que j'appelle la barbarie humaine. Bon. Mais du côté des perceptions, des sensations. Oui, bien sûr, la création, c'est d'abord et avant tout cela. Et c'est politique. Hein. C'est politique. L'esthétique au sens politique. L'esthétique, elle est toujours, enfin je dirais qu'elle est toujours politique dans le sens où elle émerge d'une vie en société. Le politique, pour moi, c'est ça. C'est comment nous vivons dans une société et c'est aussi comment nous ne vivons pas dans une société. Donc c'est une interpellation constante et c'est comment faire en sorte que l'on vive mieux et vivre mieux en partageant. Tu as fait un film magnifique qu'on a vu à la télé ici, avec les personnes de quelle ville? Tu sais, les personnes handicapées de quelle ville? Oui, alors ça c'était en Côte d'Ivoire. Magnifique. Comment il s'appelle? Roue libre. Roue libre. Oui, il est génial, il est formidable. C'est un film qui est passé sur Arte. En fait, ce film était parti d'un fait divers. Et de ce fait divers, de deux handicapés qui prennent un taxi en otage et qui vont utiliser le taxi pour faire des braquages toute une nuit, on a essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire la liberté pour des gens qui n'ont pas de jambes, pour des gens qu'on ne voit pas, pour des gens qui sont en général relégués dans des cours, dans du non visible. Donc nous avons braqué les caméras sur ce que les gens ne veulent pas voir et nous leur avons montré effectivement ce monde plein de rêves, plein de folies, plein de travers et plein de violence aussi. Donc le monde des handicapés n'est ni meilleur ni pire qu'un autre, n'empêche que nous avons voulu que eux aient le sentiment qu'on s'intéresse à eux. Et en même temps que je l'ai fait, je n'ai pas voulu faire ce film. Je n'en suis pas la réalisatrice, j'en suis la productrice et la scénariste. Bon. Mais ce que j'ai voulu que ce soit l'occasion d'un vrai échange. Ça veut dire que je ne me suis pas autorisée à faire ce film sans apporter quelque chose à leur vie quotidienne. Donc j'ai pu amener des chaises roulantes, du matériel qui allait pour les comédiens qui ont joué dans le film, pour tous les anonymes aussi qui étaient autour de nous lorsqu'on a fait ce film, amener un mieux-être. Un mieux-être avec, je dirais, la possibilité d'être en mouvement. Pour moi, le mouvement, c'est capital. Le mouvement, c'est la vie. Oui, alors la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un moment... la Côte d'Ivoire, ça fait quand même à peu près 30 ans que je vais et je viens. Je vais en Côte d'Ivoire pour monter des œuvres d'art, pour monter des pièces de théâtre, pour filmer des documentaires, pour témoigner de ce qui est important pour moi aujourd'hui. C'est comment un pays qui s'est sorti de la colonisation avec, je dirais, un pays que l'on biberonne encore pendant une quarantaine d'années, comment ce pays-là, qui à un moment donné, après avoir vécu une période, disons, de bien-être liée au café cacao,
comment un pays qui était pour certains à la pointe du développement en Afrique de l'Ouest a pu s'effriter, comment il a pu, je dirais, vivre des violences qu'on ne pouvait pas imaginer à la mort d'un président qui était le président Félix Houphouët-Boigny. Comment ce pays, qui était déjà bien travaillé par le désir de démocratie, parce qu'en fait, les partis uniques, ce n'était pas la démocratie. Et les jeunes, qui sont très nombreux, en Côte d'Ivoire, il fait à peu près 60% de la population vive, les jeunes, eux, pendant longtemps, ils regardaient les autres consommer, les autres vivre dans un confort. Je dis une petite minorité. Et la masse, eux, étaient au spectacle. Donc à un moment donné, ils ont voulu être des acteurs à part entière et ils ont commencé à exiger les droits les plus élémentaires que peut exiger un être humain quand ils voient que finalement la société a les moyens de donner d'abord de l'enseignement, de donner du bien-être dans, je dirais, un habitat décent, de donner du travail, bien entendu, parce que le travail c'est aussi la dignité à la jeunesse. Et donc la jeunesse s'est engouffrée dans un combat que j'appelle le combat de la démocratie. Eh bien, ce combat-là nous a beaucoup interpellés et nous avons été régulièrement en Côte d'Ivoire pour justement à la fois participer à l'avènement de cette démocratie et avec nos œuvres qui devaient interpeller les puissants. Et puis aussi avec le travail que nous faisions avec nos films. Nous, c'est qui ? Alors je dirais nous, c'est la société que j'ai créée avec Sidiki Bakaba, qui est mon compagnon et qui par ailleurs est un artiste qui est connu, aussi bien et qui est très beau. Beau, certes, mais enfin disons que c'est pas ce qui m'a frappé la première fois. Je dirais que ce qui m'a frappé, c'est davantage sa rage de vivre. Alors la rage de vivre, j'aime ça, parce que moi aussi, j'ai une rage de vivre. Et ma rage de vivre, c'est justement qu'à chaque fois que je vois qu'on empêche quelqu'un de vivre, ça me fout un pétard. Et j'ai envie à ce moment-là de dire, mais pourquoi vous l'empêchez de vivre ? Alors, que ce soit ici, en Europe, que ce soit en Afrique, ou alors là, il y a des raisons supplémentaires d'être enragé. Je crois que nous avons pris le parti d'être dans cette mouvance qui allait vers la démocratie, ou du moins la recherche de partager au-delà des aspirations d'un mieux-être pour les populations, mais disons aller au-delà, c'est-à-dire à une quête de dignité, à une quête je dirais, d'être véritablement partie prenante de l'histoire de l'humanité et de ne pas être simplement ballotté par des décideurs qui sont toujours les mêmes. C'est les anciens colonisateurs, ou alors c'est les nouvelles couches sociales, politiques, qui se sont appropriées les richesses et qui ont fait des pactes qu'on a appelés les pactes coloniaux. Et ces pactes coloniaux étaient des pactes qui donnaient une sécurité à une minorité de politiques qui s'emparait des richesses et s'emparait même, je dirais, de tous les moyens que la Côte d'Ivoire pouvait produire. Et pour nous, l'objectif, c'était de redonner la parole, justement, on revient à la parole, redonner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. Et cela, c'est quand même une aventure extraordinaire. Et nous l'avons, nous, menée avec, je dirais, le théâtre. Le théâtre comme le lieu où tout est possible, où l'on peut tout dire, où l'on peut tout faire, où l'on peut véritablement explorer le passé, le présent et l'avenir. Donc le théâtre, la scène du théâtre, c'est ce qui nous a donné la force de dire ce qu'on avait envie de dire, mais aussi c'est ce qui nous a amené aussi à la censure, parce que nous avons été censurés plus d'une fois. Bon. Alors nous sommes venus en 89
91, 92, c'était au moment du multipartisme. Et puis nous avons dû repartir parce qu'on nous coupait l'électricité dans nos salles de théâtre, parce qu'on nous menaçait d'intervention militaire pour nous faire taire, et puis aussi parce qu'on achetait les comédiens qui venaient jouer avec nous. On les achetait pour qu'ils ne jouent plus, pour qu'on ne puisse plus faire le travail que nous faisions. Et à ce moment-là, voilà, je suis revenue en France. Je suis revenue dans mon université, continuer mes cours d'anthropologie africaine, puisque c'était ma spécialité, et en même temps, avec bien entendu toujours le regard, je dirais, de l'interprétation analytique de toutes les pulsions qui travaillent le champ social et non plus seulement des individus. Et ça, bien sûr, c'est ce qui m'intéressait au plus haut degré. Donc nous sommes revenus, nous avons continué à faire des films. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au moment où c'était très très chaud en 92, nous avions un ami. Cet ami, c'était, disons, le leader de l'opposition du multipartisme. Il s'appelait Laurent Gbagbo. Il s'appelle toujours Laurent Gbagbo. Et je me souviens qu'au moment où nous commencions vraiment à avoir une pression très très forte, avec des articles très insultants dans la presse, nous traitant d'étrangers, nous traitant de tout et du n'importe quoi, parce qu'il fallait salir justement ceux qui voulaient, eux, véritablement aller de l'avant. Quelle presse il y a là? La presse de Côte d'Ivoire. La presse de Côte d'Ivoire. J'étais en 92, j'étais en Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, Laurent Gbagbo, qui était le leader de l'opposition, est venu me voir à la maison. Et il m'a dit, écoute, ma chérie, il faut que tu fasses tes bagages et puis que tu retournes. Et quand je serai président de la République, eh bien, je viendrai te chercher. Tu mettras tes affaires et puis tu viendras, j'ai besoin de toi. On avait ri parce que pour moi, Laurent Gbagbo, président de la République, c'était comme un rêve. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, ça se réalise. Bon, ça s'est réalisé. Et c'était en octobre 2000. En novembre 2000, le téléphone a sonné chez moi. Et puis voilà, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire mets tes affaires dans les valises et puis prends l'avion, mets les enfants dans l'avion, j'ai besoin de toi. Alors quand ce monsieur c'est un président et puis que c'est un ami de 30 ans, on n'a qu'une envie évidemment, c'est de se dire enfin ça y est, on y est, on va pouvoir mener le vrai combat, on va pouvoir libérer le peuple ivoirien, lui donner de la dignité, du travail et puis de la reconnaissance aussi, et puis bien sûr des œuvres artistiques, parce qu'il ne faut pas simplement soigner le corps, il faut aussi soigner l'âme. Et l'âme, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Alors en psychanalyse, on ne parle pas d'âme, moi je parle d'âme. Pour moi, le mot âme a un sens et j'y tiens. Ça veut dire que là, c'est un complexe judaïco, ce que vous voudrez, je m'en fiche, mais l'âme, pour moi, c'est important. C'est-à-dire, c'est ce que l'on ne perd pas et que l'on ne peut pas perdre. On peut vous mettre des chaînes, mais on ne peut pas mettre des chaînes à votre âme. On peut vous emprisonner, comme on l'a fait avec Nelson Mandela pendant 30 ans, mais on ne peut pas mettre des chaînes à votre âme. Donc, pour moi, l'âme, c'est quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas simplement de se battre pour mieux vivre, il s'agit aussi de se battre pour avoir une existence qui soit plus proche des valeurs essentielles, d'une éthique, d'une spiritualité qui donne à l'homme sa véritable dimension. Avoir sa place dans la société, mais une place qui permet l'épanouissement de toutes les ressources profondes de l'être humain. Donc cela, bien sûr, je ne l'ai pas dit en termes analytiques, je l'ai dit en termes de création, parce que c'était ce langage que j'avais choisi. J'avais choisi ce langage, non pas parce que j'avais abandonné les êtres vulnérables et fragiles, non, mais parce que je pensais qu'il fallait soigner la société plus radicalement. Parce qu'en fait, le travail que je faisais en tant que psychanalyste ou même en tant qu'enseignante à l'université, il s'adressait à combien? 100 personnes? 200 personnes? Peut-être 500 personnes dans une existence. Est-ce que c'est suffisant? Une œuvre d'art, elle parle à des millions d'êtres humains. Et elle peut débloquer des désirs de liberté. Tu n'es pas obligé... et oui, parce que les œuvres t'interpellent. Et c'est là où j'ai eu le sentiment que, bien sûr, l'écoute analytique m'a donné certainement m'a donné l'opportunité de mieux comprendre
les jeux d'impasse dans lesquels les humains s'empêtraient. Mais moi, je savais que c'était la lutte sociale, la lutte libératrice, la lutte fraternelle, la lutte qui te dit « je ne suis pas seule dans mes angoisses, je fais partie d'une humanité qui cherche sa voie ». Et même s'il y a des forces qui sont destructrices, même s'il y a des forces qui sont là pour, je dirais, coder, cadenasser nos existences, nous sommes les maîtres de notre existence et nous savons casser les cadenas, nous savons casser les chaînes. Et moi j'aime qu'on casse les chaînes. Et là, ça me permet de casser les chaînes. Alors, quand le président Gbagbo m'a dit de venir, qu'il avait besoin de moi, bien entendu, ce n'était pas pour faire de la politique, hein. Ou alors, il faudrait qu'on donne un autre sens à l'action culturelle. En fait, nous avons été nommés tous les deux, Sidiki et moi, parce qu'en fait, nous, on est deux et on est un petit peu aussi. Ça fait quand même un peu longtemps, hein, cela. On est deux et on est un. On est deux parce qu'on est très différents. Et on est un parce qu'on crée ensemble. Donc ces œuvres-là, nous les faisons ensemble. Nous écrivons à deux mains, il filme avec sa caméra et j'écris les textes. Je fais les documentations lorsque nous décidons de fixer quelque chose de l'histoire. Nous travaillons chacun à notre manière. Et puis je réunis des moyens, je réunis des humains. C'est difficile. Le cinéma, ça demande d'abord la gestion d'une équipe. Ça demande la gestion de gens qui, pendant un moment, vont être tout le temps ensemble. Et parce qu'ils n'ont qu'un seul objectif, réaliser une œuvre. Et cela, c'est vraiment très passionnant. Dans l'œuvre d'art, on a la capacité de surmonter les différences, de surmonter même les amitiés, les inimitiés. Parce que lorsqu'on est devant la création, on est devant soi-même. Et si tu rates, eh bien c'est toi qui vas rater, c'est personne d'autre. Et puis je crois que dans la création, on dépasse un petit peu les idéologies et on a à partager des choses dans le champ de la sensibilité, c'est-à-dire des perceptions et des sensations. Et ce partage-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir partager tous ensemble? Qu'est-ce que j'aurais à partager, par exemple, avec l'Afrique, du côté des sensations et des perceptions? Ça m'intéresse, tu vois, tout autant que du côté des idées. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'effectivement, pour ce qui est des sensations et des perceptions, pour moi, une œuvre d'art, c'est d'abord et avant tout faire vibrer des cœurs ensemble. C'est-à-dire amener des êtres à avoir un regard de nouveau-né, d'être totalement disponibles à eux-mêmes, sans que pendant le temps où on vit ensemble le déploiement d'une œuvre, on est à se rappeler que le sac de riz, on ne sait pas s'il y en a à la maison, on ne sait pas comment on va prendre le bus pour rentrer le soir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et pourtant on est là et on vibre ensemble. Et une œuvre d'art, c'est cela, c'est d'abord et avant tout marcher ensemble et s'extasier, et pleurer, et rire, et se dire mais qu'est-ce que j'ai pu être bête ce jour-là, voilà, etc., etc. C'est-à-dire être véritablement partie prenante d'une histoire qui n'est Donc en fait, je suis allée en Côte d'Ivoire avec ce désir de partage de ce que je t'ai dit, la création. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais dans une fournaise, dans une cocotte minute prête à exploser. Qu'en fait, la démocratie, c'était pas acquis du tout. Il y avait certes un homme auquel j'avais confiance, qui avait fait appel à moi, et qui m'a dit je te confie une tâche. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il me confiait un palais de la culture, mais sur un volcan. Et le volcan, c'était quoi? C'était tout simplement que les élections venaient après
coup d'État militaire, avec des gens qui se sont déchirés. Et la démocratie qui arrivait, c'était dans un bain de sang que ça arrivait. Donc quand c'est comme ça, tu te dis, oulala, où est-ce que je mets mes pieds? C'est terrible. Et oui, c'était terrible. Parce qu'en fait, les forces qui sont les forces qui s'opposent véritablement à ce que le peuple s'approprie je dirais, le pouvoir tout simplement de vivre. Bon, ce pouvoir de vivre, ça a été sans arrêt remis en cause. Des coups d'État, des tentatives de coups d'État en 2001, tentative de coup d'État, et c'est vrai que tu crées, alors là, dans la vulnérabilité, tu crées dans l'instabilité, tu crées en te disant ça aurait pu être le siècle de Périclès, et on se retrouve dans Allende, on se trouve chez Allende avec à défendre à tout prix ce petit morceau d'espoir que nous avions de ce que la démocratie, on allait la faire. Et on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. Et donc, on arrive au 19 septembre 2002, où là la chaudière explose vraiment, et où une tentative de coup d'État plus sérieuse va déchiqueter le pays, le couper en deux. Et je pense que c'était aussi lié au fait que le président Gbagbo avait décidé de ne plus donner l'exclusivité, je dirais, des investissements à la France, mais qu'il voulait choisir les partenaires pour pouvoir développer la Côte d'Ivoire. Or, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a du pétrole. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas que du café et du cacao. Il y a aujourd'hui beaucoup de pétrole et de l'or et d'autres choses aussi. Mais il y a du pétrole. Et cette nouvelle donne, c'est ce qui a amené une radicalisation de la bataille qui s'est jouée en 2002. Et nous avons bien compris qu'en fait, on avait instrumentalisé des Ivoiriens du Nord qui, eux, avaient toutes les raisons de ne pas se sentir totalement intégrés. Parce que, disons qu'en Côte d'Ivoire, pendant 40 ans, il y avait eu le règne des Baoulés. Les Baoulés, c'était l'ethnie du président Houphouët-Boigny. Et que les gens du Nord, bien qu'ayant travaillé à l'époque d'Houphouët, se sentaient complètement, au niveau culturel, non reconnus. Par exemple, quelqu'un du Nord qui porte un boubou n'avait pas le droit de rentrer à la présidence, parce que le boubou n'est pas une tenue. Or, le boubou, c'est ce que j'appelle une tenue d'honneur pour les gens du Nord. Donc, il y avait besoin pour une frange de la population du Nord de faire reconnaître leurs droits à participer à la nation ivoirienne. Et eux n'ont pas trouvé d'autre façon de revendiquer leurs droits qu'en prenant les armes. Ah oui. Ce qui, personnellement, ne m'agrée pas. Je pense que c'est pas par les armes que tu règles les problèmes. Parce que, qu'est-ce qu'amènent les armes? Ils amènent la mort, la destruction, la violence, et ils amènent, bien entendu, une société qui est encore beaucoup plus fragilisée et vulnérable que ce qu'elle était avant. Mais d'où viennent ces armes, Ayala? Les armes, elles venaient, d'après ce que nous avons su, elles venaient de ceux qui avaient intérêt à faire un coup d'État. Donc il y avait certainement des armes françaises, il y avait certainement des armes qui venaient du Burkina Faso, il y avait certainement des armes qui venaient de Sierra Leone. En attendant, il y avait des mercenaires, il n'y avait pas que des Ivoiriens, il n'y avait pas que des mécontents, il y avait aussi des gens qui venaient faire le sale boulot pour d'autres. Parce qu'en fait, on voulait ramener la Côte d'Ivoire à la période d'Houphouët. Voilà, on voulait ramener la Côte d'Ivoire, je dirais, dans le giron de la France-Afrique. Bon, donc ça s'est fait vraiment dans la violence. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes dit que la culture n'était pas un champ clos, un champ métaphysique. La culture, c'est d'abord et avant tout comment les êtres vivent leur rapport à la vie. Et si le rapport à la vie des Ivoiriens, c'était le déchirement de la guerre, alors il fallait que nous aussi, on s'installe là
pour témoigner, pour scruter, pour dire non, nous ne voulons plus la guerre, nous voulons surmonter les violences qui nous sont faites, nous voulons comprendre surtout qu'est-ce qui se passe. Et la première chose que nous avons fait avec la société civile une caravane de la paix, ce qui est assez incroyable au moment où les armes cognaient de partout. Nous, nous sommes organisés pour faire le tour de la Côte d'Ivoire. Et vous étiez combien pour faire cette caravane? Nous n'étions pas très nombreux. Il y avait des religieux, il y avait des politiques et il y avait des artistes. Et on était un peu représentatifs des couches sociales qui étaient, je dirais, interpellées par la nécessité de se sortir très vite de ce conflit. Et à ce moment-là, j'ai pu me rendre compte, et alors là, de façon très physique, ce que c'était que la guerre. J'ai vu des gens fuir, j'ai vu des gens à gare, j'ai vu des gens dormir dans des évêchés, par terre, dans la détresse la plus totale. J'ai vu des enfants ne plus avoir de quoi manger. J'ai vu des enfants qui avaient perdu leurs parents. J'ai vu ce qu'on n'a pas envie du tout de voir. J'ai vu de la détresse, j'ai vu de la douleur et j'ai vu aussi un appel, une demande. Ne nous abandonnez pas, vous êtes venus, vous nous avez trouvés ici, on n'a pas simplement besoin des sacs de riz que vous avez achetés. Non, on a besoin que vous parliez de nous. On a besoin que vous restiez près de nous. On a besoin surtout on a besoin de sortir de la guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est des artistes et qu'on veut aider à sortir de la guerre? D'abord, on témoigne. Et on a fait un film, La victoire au Manu, qui est un film très, très, très dur, parce que cette histoire de la guerre, ça a commencé en 2002 et en 2004, on a été à un point paroxystique parce qu'en 2004, on a eu les chars français qui ont tiré sur la foule. Et Sidiki, donc... lui est parti devant les tanks. Et il a filmé, il a tout filmé. Il a filmé dans les morgues, il a porté des blessés dans sa voiture, il a vécu quelque chose de terrible. Et moi aussi, je vivais quelque chose de terrible, mais c'était autre chose. J'avais perdu ma mère le 6 novembre. Le 6 novembre, j'ai perdu ma mère, je n'ai pas pu aller à ses funérailles et je vivais un double traumatisme que le pays explose avec des bombes qui tombent sur des ponts, des enfants qu'on entend mourir et ma mère dont j'entends les prières au bout du téléphone parce qu'on est en train de l'enterrer. Donc c'était un moment très 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 dur pour moi et en fait c'est vrai, les blancs, il n'était pas bon d'être blanc dans la rue. On a pensé à toi à ce moment-là, à l'université de Paris 8. Oui. On était quelques-uns dans les couloirs à se dire « Tu as des nouvelles d'Ayala ? Mais qu'est-ce qu'elle fout là-dedans ? Mais elle ne va jamais revenir !» Donc en pensée, tu étais parmi nous. Certes, et je crois que j'aurais été certainement la dernière blanche à sortir de la Côte d'Ivoire. Peut-être aurait-il fallu que j'y sorte les pieds devant, parce qu'en fait, j'avais pris ce combat comme le mien. Parce que je me souviens toujours que l'homme qui avait hébergé au moment où Thabo Mbeki, comment il s'appelle son nom qui m'échappe, le président qui était en prison. Quand Nelson Mandela a dû se cacher, parce qu'il était poursuivi, il s'est caché chez un blanc, chez un juif blanc. Bon, et moi, j'ai été la première blanche de la résistance ivoirienne. Je crois que j'étais la première. Bon, j'étais là dans les manifs, j'étais là dans la foule, j'étais là... quand on voyait, les Ivoiriens étaient contents d'avoir quelques blancs. Après, il y en a d'autres qui sont venus et je n'étais plus seule et c'était bien de ne pas être seule parce que c'est dur d'être seule dans une foule qui ne comprend plus pourquoi on les a abandonnés. Et donc, ce combat, c'était le mien aussi. Donc, il n'était pas question que je rentre. Et j'ai donc voulu me rendre utile.
Parce que après, si tu veux, je repars, quand on parle de la guerre, moi je n'ai connu aucune guerre, j'appartiens à la génération qui a refusé la guerre, mais avec une violence incroyable, hein. Et je suis contente quand même d'avoir un tout petit peu participé, éventuellement, je ne sais pas, parce que tout existe à notre insu, à l'arrêt de la guerre du Vietnam. Je ne supporte plus ces histoires de guerre qu'on nous impose sur nos écrans de télévision à longueur de temps, avec des armes au fond dont on sait que c'est nous qui les avons envoyées en partie. Enfin, c'est vraiment pénible. Je ne sais pas, la guerre, ça m'empêche de penser. C'est-à-dire ce que tu as vécu. Je peux juste te dire... Que moi, nous, on a beaucoup pensé à vous, tu vois, mais sans pouvoir articuler quoi que ce soit d'intelligent ou de rationnel. C'est-à-dire, on résiste comme ça en disant oh là là, tu vois. C'est vrai que ce spectacle de la guerre qui nous est imposé à nous, il est vraiment dur, quoi. Et il y a une guerre en banlieue, non? Il y a des émeutes en banlieue. À Bondy, là où j'ai été psychothérapeute pendant 25 ans, donc l'élan vital est toujours là. Et c'est vrai qu'en banlieue, les enfants en général dans la société sont assez maltraités aujourd'hui puisqu'ils sont enfermés à longueur de temps face à des postes de télévision ou face à des tableaux noirs. On leur impose comme ça une tenue du corps extrêmement rigide. Alors dans les beaux quartiers, ils sont bien élevés, ils souffrent en silence. Et puis, ils font des psychothérapies chez des psychanalystes très riches, mais dans les quartiers pauvres, ils sont moins bien élevés. Et ce qui sort d'eux, c'est un désir de vivre qui les étouffe. Et ils brûlent les magasins moches, de moquettes et tout. Bref, voilà. Ils ne peuvent pas se contenter de psychothérapie dans des bureaux. Ils en ont marre, ils ont compris. Ils ont dit arrêtez nous, on veut du travail, on veut vivre, on veut de la liberté, on veut de la démocratie. On est venu en France pour ça. Arrêtez de nous envoyer des psychiatres. Donc, moi, je ne peux qu'adhérer. Voilà. Oui, et je crois qu'en fait, cette guerre-là, elle était difficile parce qu'en fait, il y a eu 2 millions d'êtres humains qui ont dû fuir les zones de guerre, c'est-à-dire les zones de l'ouest et du centre et du nord de la Côte d'Ivoire, pour se réfugier dans le sud. Ce qui fait que dans le sud, on a eu à gérer la survie de ces 2 millions de personnes qui ont quitté le nord et le sud et le centre, enfin le centre et l'ouest. Mais en fait, ce qui m'a le plus interpellée dans cette guerre, c'était les enfants qui ont été abandonnés. Et pendant que j'étais à cette première caravane, j'ai rencontré un révérend qui s'appelle révérend Siei et qui s'occupait d'une ONG qui s'appelle l'Institut Les Belles Demeures. Et il me dit, madame, j'arrive de l'Ouest et les enfants, je les ramasse dans la rue, ils mangent dans les poubelles, c'est plus possible, aidez-moi, je peux plus. Beaucoup sont en train de mourir. Si vous ne m'aidez pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Je lui ai dit, écoute, on va faire en sorte que ces enfants continuent de vivre, quelle que soit la pression et quelle que soit la violence qui est leur quotidien. Oui, mais à partir de ce moment-là, j'ai travaillé et au niveau médiatique, c'est-à-dire faire en sorte de populariser la souffrance de ces enfants pour que l'État et les Ivoiriens prennent en charge ces enfants. Et j'ai aussi amené beaucoup de dons humanitaires, ça il faut le dire, parce que sur ma lancée du film Roue libre, j'avais croisé 2 ONG, une ONG qui s'appelle Solidarité Internationale Somme, qui m'avait aidé à avoir le matériel d'équipement des handicapés. Et ensuite, j'ai pu avoir à peu près, 2 fois 250 millions de francs CFA de matériel sanitaire et de première urgence. Et des conteneurs sont arrivés même pas 10 jours après le déclenchement des hostilités. Donc c'est arrivé à temps, on a pu distribuer cela. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord, j'ai essayé d'aider le révérend Siei à mieux
prendre en charge les problèmes de ces enfants. Donc nous avons dès le départ opté pour une prise en charge par les familles qui étaient sur place dans les villages et qui ont pu chacun se partager les enfants pour pas qu'ils soient totalement livrés à eux-mêmes. Et en fait, on a fait deux choses. D'une part, on a trouvé des bénévoles qui ont accepté de venir encadrer ces enfants dans la journée, parce que les femmes allaient au champ dans la journée. Donc il fallait bien soulager ces familles qui prenaient des enfants supplémentaires en charge. Et puis il fallait aider les familles parce que l'arrivée de ces enfants, c'était des dépenses supplémentaires. Donc je me suis battue pour trouver des moyens et j'ai envoyé régulièrement, en fait, j'ai pu aider à ce que les enfants mangent à peu près 3 repas par jour. Et puis qu'ils aient des habits décents, qu'ils aient de quoi survivre avec l'espoir qu'il y aura autre chose que survivre. Et en fait, à chaque fois que je suis allée en mission, c'était pour leur dire non, ce que je vous apporte, c'est pas que de la nourriture, des jouets, du matériel pédagogique. Non, ce que je vous apporte, c'est autre chose. Je vous apporte l'espoir. Et l'espoir, c'est que vous faites partie de la communauté ivoirienne, vous faites partie de la famille ivoirienne et nous ne vous abandonnerons pas. C'est quoi ce film? Ce qui me paraît très important dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que la guerre t'insupporte. Alors moi, ce que je vais te dire, ce qui m'insupporte, c'est que justement, on ne nous montre pas la guerre. On nous montre des corps déchiquetés, mais on nous donne à consommer de la terreur, de la violence. Il n'y a jamais quelque chose qui te permet véritablement de savoir qu'est-ce qui se passe. Et pour les humains qui sont déchiquetés, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la violence peut devenir aussi, je dirais, effrayante. Et je crois que le film que nous avons fait, ça a été un film pour dire aux uns et aux autres, écoutez, cette guerre de Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a eu de la violence, c'est vrai qu'il y a eu de la tuerie, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de sens. Il y a beaucoup de sens, c'est-à-dire que ce qui m'a frappé dans ce film, par exemple, c'est qu'au moment qui était le plus douloureux, au moment où justement les chars français tiraient, les snipers tiraient sur la foule, il y a des jeunes qui se couchaient sur Sidiki pour le protéger, parce qu'il fallait que les images, elles, se prennent. Ça, c'est quelque chose qui vous bouleverse. Et puis, à des moments où vous voyez qu'après le départ des troupes françaises, les jeunes sont en train de ramasser les corps de leurs frères, qui sont des jeunes gens. Ils les prennent, ils les enveloppent dans les drapeaux, ils les portent sur leurs épaules et ils se mettent à marcher au travers de la ville, et ils se frappent sur la poitrine, et ils chantent leur dignité, et ils chantent leur désir d'aller plus loin que ces morts-là, mais que ces morts ne soient pas gratuites, que ces morts ne soient pas morts pour rien. Là, vous êtes dans le sens, vous n'êtes plus dans la barbarie, vous n'êtes plus dans la violence. Et ce que nous avons voulu, c'est d'expliquer cette guerre. Ce film explique pourquoi il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, explique les enjeux de cette guerre, explique pourquoi à un moment donné, une superpuissance militaire comme la France peut à un moment donné tirer en plein début du XXIe siècle sur des jeunes qui ne sont pas armés, qui ont les mains nues. Et puis après, comment les autorités vont mentir, vont essayer de faire passer des choses qui ne sont pas vraies pour être vraies. Mais alors, la résistance, c'est quoi? C'est justement qu'il y avait plein de caméras qui filmaient, plein de jeunes qui étaient là pour témoigner. Et nous avons ramassé toutes ces images et nous en avons fait un film. Un film pour expliquer d'abord aux Ivoiriens que ces morts ne sont pas morts, pour rien. Et d'abord que ces morts, il fallait que tout le monde sache comment elles étaient mortes. On ne pouvait pas en faire l'économie de cela.
Et à ce moment-là, il y a, au-delà de l'affliction, au-delà de la douleur, il y a une rage de se dire, le combat, nous ne faisons que le commencer. Le combat de la liberté, c'est vrai, il est souvent baigné du sang des innocents. Mais ce sang des innocents, il faut le regarder dans les perspectives du destin de l'humanité. Les morts ne meurent jamais pour rien. En attendant, ceux qui sont morts par la guerre ne meurent jamais pour rien. Ils meurent parce qu'à un moment donné, ils ont cru à la liberté. Parce qu'à un moment donné, ils ont fait le sacrifice de leur vie pour que d'autres espèrent vivre libre un jour. Et ça n'a pas de prix. C'est un surcroît de sens et non pas du non-sens. La guerre est une barbarie, mais c'est parce qu'on recherche du sens. C'est parce qu'on aspire à arracher à l'événement une part, je dirais, de... Je dis qu'on n'a pas le droit de